Le manoir des Dubois flottait tel un fantôme de pierre au milieu des vignes vallonnées de la Bourgogne. Une brume matinale, froide et humide, léchait les murs séculaires, enveloppant le domaine d'un voile de mystère et de mélancolie. C'était un lieu de beauté austère, imprégné d'histoire et de tradition, mais aussi d'une amertume profonde qui semblait s'infiltrer dans les pierres elles-mêmes. Jules Dubois, l'aîné, était le fils prodige, celui qui avait embrassé avec ferveur l'héritage familial, la viticulture. Grand, fort, le visage buriné par le soleil et le vent, il incarnait la réussite, la continuité. Chaque geste, chaque parole respirait la confiance et l'autorité. Il était le reflet parfait de son père, Henri Dubois, un homme de la terre, inflexible et exigeant. Quant à moi, Antoine, le cadet, j'étais l'ombre, le raté. Ma silhouette frêle, mon teint pâle, mes mains plus habituées aux livres qu'à la terre, tout en moi détonnait dans ce paysage rural. Mon intérêt pour la littérature, pour la philosophie, était perçu comme une faiblesse, une extravagance inutile. Des rêveries d'intellectuels, disait mon père avec un mépris à peine voilé. Depuis l'enfance, j'avais vécu dans l'ombre de Jules, constamment comparé à lui, toujours trouvé en défaut. Mes tentatives pour m'intégrer, pour prouver ma valeur, s'étaient soldées par des échecs cuisants. J'avais aidé à la vendange, maladroit et lent. J'avais essayé d'apprendre les secrets de la vinification, mais mes questions avaient agacé mon père. Laisse ça aux professionnels, Antoine. Toi, tu n'as pas la fibre. Ma mère, Marie, était plus douce, plus compatissante, mais son amour ne suffisait pas à combler le vide laissé par le rejet paternel. Elle essayait de me protéger, de tempérer les critiques, mais elle était elle-même soumise à l'autorité d'Henri. Son influence était limitée. La tension entre mon père et moi avait atteint son paroxysme lors de mon choix d'études. Au lieu de m'inscrire à l'école d'œnologie de Dijon comme le voulait mon père, j'avais postulé à la Sorbonne, en lettres. Ce fut une déclaration de guerre. Henri avait hurlé, menacé de me déshériter, de me renier. « Tu nous fais honte, Antoine. Tu trahis la famille. » Finalement, ma mère avait réussi à apaiser la situation, en plaidant ma cause, en promettant que je reviendrais à la raison. J'avais obtenu l'autorisation de poursuivre mes études, mais avec une condition. Je devais me débrouiller seul. Mon père refuserait de financer mes caprices d'étudiant. J'avais quitté le manoir des Dubois avec un sentiment de soulagement mêlé à une profonde tristesse. Paris était une bouffée d'air frais, un lieu de liberté et de découverte. J'avais travaillé dur, enchaîné les petits boulots pour payer mes études, mais j'avais enfin l'impression d'être moi-même. J'avais rencontré des amis, des professeurs passionnés, j'avais découvert un monde de savoir et de créativité. Pourtant, le souvenir du manoir, de mon père, de Jules, me hantait. Je savais que je ne pourrais jamais vraiment échapper à mon passé. J'étais un Dubois malgré tout, et ce nom portait un poids, une responsabilité. 5 ans passèrent. J'obtins mon diplôme avec mention, puis enchaîné avec un doctorat. Je publiais des articles, donnais des conférences, devins un spécialiste reconnu de la littérature du 19e siècle. Ma vie était bien remplie, passionnante, mais il me manquait quelque chose. Un lien avec mes racines, peut-être. Un jour, je reçus un appel de ma mère. Sa voix était tremblante, pleine d'inquiétude. Mon père était malade, gravement malade. Jules était dépincé, incapable de gérer le domaine tout seul. La récolte était compromise. « Antoine, je sais que ton père a été dur avec toi, mais il a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. » Je hésitais. L'idée de retourner au manoir, de me retrouver face à mon père me terrifiait. Mais je ne pouvais pas ignorer l'appel de ma mère. Je savais que, au fond de moi, je voulais aider. Je voulais prouver que j'étais capable, que je n'étais pas le raté que mon père avait toujours cru que j'étais. Je pris le premier train pour Dijon. Le voyage fut long, pénible. Plus je me rapprochais du manoir, plus l'angoisse me gagnait. J'avais peur de la déception, du rejet, de la confrontation. En arrivant, je trouvais un domaine en état de délabrement. Les vignes étaient mal entretenues, les bâtiments décrépits. Jules était épuisé, le visage creusé par le stress. Ma mère, amaigrie et vieillie, me serra dans ses bras en pleurant. Mon père, alité, était l'ombre de lui-même. Son regard, autrefois si dur, était maintenant vide et perdu. Il ne dit rien. Il se contenta de me fixer avec une expression que je ne parvins pas à déchiffrer. Je savais que ma vie allait changer, que j'allais devoir affronter mon passé, mes peurs, mes rancœurs, que j'allais devoir me battre pour sauver le domaine familial. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ressentais une étrange sensation de force et de détermination. J'étais un Dubois après tout, et les Dubois ne baissent jamais les bras. Du moins, c'est ce que je me disais. La réalité, je le savais, serait bien plus complexe et douloureuse. Le manoir, avec ses secrets et ses silences, allait me révéler des vérités que je n'étais pas sûr de vouloir connaître. Resumo temático. Indivíduo
constantemente menosprezado pela família em favor de outro membro, encontra sucesso em uma área inesperada. Após uma humilhação final, ele usa sua posição de poder para expor as fragilidades e dependências da família, promovendo uma inversão de papéis e uma dolorosa, mas libertadora, tomada de consciência. Je passais les jours suivants à tenter de remettre de l'ordre dans le chaos. Jules, malgré sa bonne volonté, était complètement dépassé. Il connaissait la vigne, certes, mais la gestion administrative, les négociations avec les fournisseurs, les subtilités du marché, tout cela lui échappait. Il avait pris de mauvaises décisions, accumulé les dettes, et le domaine était au bord de la faillite. Mon père restait prostré dans son lit, silencieux et absent. Ma mère veillait sur lui, épuisée mais dévouée. Elle me regardait travailler avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Un soir, alors que je compulsais des documents comptables dans le bureau poussiéreux de mon père, Jules entra. Il avait bu, ça se voyait à son regard trouble et à son haleine vineuse. « Alors, le professeur, lança-t-il avec un rictus, tu comprends enfin ce que c'est, la vraie vie? Tes beaux discours ne servent à rien ici. C'est la terre qui compte, le travail dur. La sueur, pas tes foutues histoires de livres. » Je ne répondis pas. Je savais que Jules était frustré, effrayé. Il avait toujours été le préféré, celui qui incarnait la réussite. Mais maintenant, il était confronté à ses limites, à son incapacité à sauver le domaine. « Tu crois que tu vas réussir là où nous avons échoué ?» continua-t-il, le ton plus agressif. « Tu crois que tes diplômes vont faire pousser la vigne? Tu es un étranger ici, Antoine. Tu ne comprends rien à notre monde. J'essaie d'aider. » répondis-je calmement. « C'est tout ce que je fais. »« Aider, tu nous as toujours méprisés avec tes airs supérieurs. Tu nous as toujours fait sentir inférieurs, avec ta science et tes mots compliqués. » Ces paroles me blessèrent. Il y avait une part de vérité dans ce qu'il disait. J'avais peut-être inconsciemment utilisé mon savoir comme une arme, une façon de me protéger du mépris de mon père et de la jalousie de Jules. « Ce n'est pas ce que je voulais, » murmurai-je. « Alors pourquoi es-tu revenu ?» demanda-t-il, les yeux brillants de colère. « Pourquoi es-tu venu te mêler de nos affaires? Tu aurais dû rester à Paris avec tes livres et tes intellectuels, parce que c'est ma famille, dis-je, en le regardant droit dans les yeux, et parce que je ne peux pas vous laisser tout perdre. » Il se moqua de moi. « Tu ne peux pas nous laisser tout perdre? Tu es ridicule, Antoine. Tu ne sais même pas tenir une serpette. Tu es incapable de comprendre la complexité de ce domaine. Tu es un raté. » Ces mots résonnèrent en moi comme un écho du passé, les paroles de mon père, les moqueries de Jules, toutes les humiliations que j'avais subies depuis l'enfance. La colère monta en moi, une colère froide et déterminée. « Peut-être, dis-je, en me levant, mais même un raté peut apprendre, et peut-être que ce raté a des compétences que vous n'avez pas. » Je me tournai vers l'ordinateur et ouvris un dossier. J'ai passé les dernières semaines à analyser les comptes, à étudier les marchés, à contacter des experts. J'ai trouvé une solution. Jules me regarda avec incrédulité. « Quelle solution? Vendre le domaine? C'est ça ta solution? » « Non, répondis-je. Ma solution est plus créative. » Je lui expliquai alors mon plan. Un plan audacieux, risqué, mais qui pouvait sauver le domaine de la faillite. Un plan qui reposait sur mes compétences, sur mon savoir, sur mon réseau. Un plan qui allait surprendre tout le monde. Jules écouta en silence, le visage de plus en plus pâle. À la fin de mon exposé, il resta bouche bée. « Tu es sérieux ?» balbutia-t-il. « Plus sérieux que jamais, » répondis-je avec un sourire. À ce moment précis, je sentis quelque chose changer en moi. La peur, la timidité, l'insécurité, tout cela s'évanouissait. J'étais enfin prêt à affronter mon passé, à prendre ma revanche sur ceux qui m'avaient toujours méprisé. Le lendemain matin, j'annonçai mon plan à mon père et à ma mère. Mon père, malgré son état, me regarda avec une lueur d'intérêt dans les yeux. Ma mère, elle, était partagée entre l'espoir et la crainte. « Es-tu sûr de ce que tu fais, Antoine ?» me demanda-t-elle. « Oui, maman. » répondis-je. « Je suis sûr, c'est ma seule chance de sauver le domaine et de me prouver à moi-même que je suis capable de quelque chose. Je savais que le chemin serait long et difficile, mais j'étais prêt à me battre. J'étais prêt à tout risquer, parce que, au fond de moi, je savais que j'avais quelque chose à prouver et que cette fois, je ne laisserais personne me voler ma victoire. La première étape de mon plan allait commencer par un article dans une revue scientifique spécialisée, une revue dans laquelle j'avais déjà publié, qui allait dénoncer certaines pratiques de viticulteurs concurrents, pratiques que mon père, dans le passé, avait lui-même dénoncé, mais en vain. Cette fois, la dénonciation aurait un poids différent, un poids académique, un poids scientifique, un poids médiatique. Et ce poids, je comptais bien l'utiliser. Resumo temático. Indivíduo constantemente menosprezado pela família em favor de outro membro encontra sucesso em uma área inesperada. Após uma humilhação final, ele usa sua posição de poder para expor as fragilidades e dependências da família, promovendo uma inversão de papéis e uma dolorosa
dolorosa mas libertadora tomada de consciência. L'article intitulé L'ombre de la sulfuration, pratique incontestable et impact sur la qualité des vins de Bourgogne, parut la semaine suivante. Il était dense, technique, mais implacable. J'y dénonçais l'utilisation excessive de sulfite dans certains domaines, soulignant les conséquences néfastes sur le goût, la santé des consommateurs et l'image de la région. Je ne citais aucun nom, mais les allusions étaient claires et les domaines concernés se savaient visés. La réaction fut immédiate. Les forums spécialisés s'embrasèrent, les articles de presse fleurirent et les téléphones sonnèrent, sans arrêt au manoir. Jules, paniqué, courait dans tous les sens, incapable de gérer la crise. Mon père, cloué au lit, suivait les événements avec une attention fébrile. Ma mère, elle, était tiraillée entre la fierté et l'angoisse. « Antoine, qu'as-tu fait ?» me demanda-t-elle, les yeux remplis de larmes. « Tu as mis le feu aux poudres. »« Je sais, maman, » répondis-je, mais c'était nécessaire. Il faut que les choses changent. Jules, entrant dans la pièce, me lança un regard noir. « Tu es un traître, Antoine. Tu as sali notre nom. Tu as ruiné notre réputation. »« Je n'ai fait que dire la vérité. » rétorquai-je. Et la vérité, c'est que certains domaines, y compris le nôtre, ont pris des raccourcis dangereux. Il s'approcha de moi, menaçant. « Tu vas le payer, Antoine. Tu vas regretter d'être revenu. » Je ne reculai pas. « Je ne te crains pas, Jules, et je ne regrette rien. » Soudain, mon père, d'une voix rauque, nous interrompit. « Assez !» Il se redressa péniblement sur son lit, le visage crispé par la douleur. « Antoine a raison. » dit-il. « Nous avons dévié de nos principes. Nous avons privilégié le profit à la qualité. » Jules et ma mère le regardèrent avec stupéfaction. C'était la première fois depuis des années que mon père me donnait raison. « Mais comment allons-nous nous en sortir ?» demanda Jules, désespéré. « Notre vin est invendable. Nous allons changer notre façon de faire, répondis-je. Nous allons revenir aux méthodes traditionnelles, à la culture biologique, à la vinification naturelle. »« C'est impossible, protesta Jules. Cela prendra des années. Nous n'avons pas le temps. »« Si, nous avons le temps, dis-je. Parce que j'ai un plan qui va nous permettre de survivre à la crise et même de prospérer. » Je leur expliquai alors la seconde partie de mon plan. J'avais contacté des journalistes spécialisés, des sommeliers renommés, des acheteurs étrangers. Je leur avais promis de leur faire découvrir un vin nouveau, authentique, respectueux de l'environnement. Un vin qui raconterait une histoire, l'histoire d'une famille qui avait su se remettre en question, qui avait su renaître de ses cendres. « Mais comment allons-nous produire ce vin ?» demanda Jules, sceptique. « Nous n'avons pas les moyens. Nous allons faire appel à des investisseurs, répondis-je. Des investisseurs qui croient en notre projet, qui sont prêts à nous soutenir. Des investisseurs? S'exclama Jules. Tu crois vraiment que quelqu'un va nous faire confiance après ce scandale? Oui, dis-je, parce que j'ai un atout dans ma manche, un atout que vous ignorez. Je leur révélai alors que pendant mes années à Paris, j'avais développé une expertise en matière de marketing et de communication. J'avais aidé des entreprises à se lancer, à se redresser, à se faire connaître. J'avais un réseau de contacts, des compétences pointues et une vision claire de ce qu'il fallait faire pour réussir. Je vais créer une marque, dis-je, une marque qui incarnera nos valeurs, notre histoire, notre terroir, une marque qui séduira les consommateurs du monde entier. Jules me regarda avec un mélange d'admiration et de jalousie. Il commençait à comprendre que j'étais capable de faire des choses qu'il n'aurait jamais imaginées. Mon père, lui, me fixait avec une expression étrange. Je pouvais lire dans ses yeux un mélange de fierté et de regret. « Tu as changé, Antoine, dit-il. Tu es devenu un homme. »« Je suis toujours le même, papa, répondis-je. Je suis juste devenu plus fort. » Le lendemain matin, je me mis au travail. Je contactais mes anciens professeurs, mes anciens camarades de promotion, mes contacts dans le monde des affaires. Je leur expliquais mon projet, je leur montrais ma passion. Je les convainquis de me soutenir. Les premiers investisseurs arrivèrent quelques jours plus tard. Ils visitèrent le domaine, ils goûtèrent le vin, ils écoutèrent mon histoire. Ils furent séduits. « Nous croyons en vous, Antoine, me dirent-ils. Nous croyons en votre projet. Nous sommes prêts à vous donner une chance. » Avec leur aide, nous pûmes commencer à transformer le domaine. Nous plantâmes de nouvelles vignes, nous rénovâmes les bâtiments, nous investimes dans du matériel de pointe. Nous embauchâmes des experts en culture biologique, en vinification naturelle, en marketing et en communication. Jules, malgré ses doutes, se laissa convaincre. Il se remit au travail avec enthousiasme, apprenant de nouvelles techniques, se passionnant pour la qualité du vin. Mon père, lui, se rétablissait peu à peu. Il sortait de son lit, il se promenait dans les vignes, il retrouvait le goût de la vie. Un jour, alors que nous étions tous les trois réunis dans la cour du manoir, mon père me prit à part. « Je veux te dire quelque chose, Antoine, dit-il. Je veux te demander pardon. »« Pardon pourquoi, papa ?» demandai-je. « Pardon pour avoir été si dur avec toi, répondit-il. Pardon
Pardon pour ne pas avoir cru en toi. Pardon pour avoir préféré Jules. Je fus ému par ces paroles. Je savais que c'était difficile pour lui de s'excuser. Ce n'est pas grave, papa, dis-je. Le passé, c'est le passé. L'important, c'est l'avenir. Il me prit dans ses bras. Tu es un bon fils, Antoine, dit-il. Je suis fier de toi. À ce moment précis, je sentis une immense vague de soulagement m'envahir. J'avais enfin obtenu la reconnaissance de mon père, l'amour de ma famille. J'avais prouvé que j'étais capable de quelque chose. Mais je savais que ce n'était que le début. Le plus dur restait à faire. Nous devions encore produire un vin exceptionnel, le commercialiser, le faire connaître du monde entier. Et pour cela, j'avais un dernier atout dans ma manche. Un atout que personne ne soupçonnait. Resumo temático. Um indivíduo constantemente menosprezado pela família em favor de outro membro encontra sucesso em uma área inesperada. Após uma humilhação final, ele usa sua posição de poder para expor as fragilidades e dependências da família, promovendo uma inversão de papéis e uma dolorosa, mas libertadora, tomada de consciência. Le dernier atout, c'était Mathilde. Mathilde, une amie rencontrée à la Sorbonne, une jeune femme brillante, passionnée par la littérature, mais surtout par le vin. Elle avait grandi dans une famille de vignerons ruinés, avait tout quitté pour étudier à Paris et avait conservé une connaissance intime du monde du vin, combinée à une plume acérée et un sens du marketing hors du commun. Je l'avais contactée il y a quelques semaines, lui expliquant la situation, lui demandant son aide. Elle avait accepté sans hésiter, voyant dans ce projet une occasion de prouver sa valeur, de se venger de son propre passé. Mathilde va s'occuper de la communication, annonçai-je à ma famille un matin. Elle va créer notre site internet, gérer nos réseaux sociaux, écrire nos communiqués de presse. Elle va faire connaître notre vin au monde entier. Jules fronça les sourcils. Pourquoi faire appel à une étrangère? Nous n'avons pas besoin d'aide extérieure. Si, nous en avons besoin, répondis-je. Mathilde a des compétences que nous n'avons pas. Elle a une vision nouvelle, un regard neuf sur notre domaine. Et puis, elle connaît le vin, ajoutai-je avec un sourire en coin. Elle le connaît peut-être mieux que nous. Jules serra les poings, visiblement agacé. Il n'aimait pas l'idée de partager le pouvoir, de céder une partie de son contrôle. Mathilde arriva quelques jours plus tard. Elle était jeune, dynamique, pleine d'énergie. Elle se présenta à ma famille avec assurance, expliquant son plan avec enthousiasme. « Je vais créer une histoire autour de votre vin, dit-elle. Une histoire de renaissance, de passion, de terroir. Je vais toucher le cœur des consommateurs, les faire rêver. » Elle passa des jours à arpenter les vignes, à discuter avec Jules, à écouter les histoires de mon père. Elle s'imprégna de l'atmosphère du domaine, de son histoire, de ses secrets. Puis, elle se mit au travail. Elle créa un site internet élégant et intuitif. Elle lança des campagnes de publicité ciblées. Elle écrivit des articles de blog passionnants. Elle contacta des influenceurs, des blogueurs, des journalistes. Elle transforma le manoir des Dubois en une ruche bourdonnante d'activités. Les téléphones sonnaient sans arrêt, les emails affluaient, les visites se succédaient. Le monde entier parlait de notre vin. Mais le succès n'était pas sans revers. Les anciens concurrents, ceux que j'avais dénoncés dans mon article, ne restèrent pas inactifs. Ils lancèrent des campagnes de dénigrement, ils répandirent des rumeurs, ils tentèrent de nous discréditer. Jules, inquiet, commençait à douter. « Peut-être que nous sommes allés trop loin, me dit-il un soir. Peut-être que nous aurions dû rester discrets, ne pas faire de vagues. Il est trop tard pour reculer, répondis-je. Nous devons continuer à nous battre. Nous devons prouver que nous avons raison. » Un jour, je reçus un appel anonyme. Une voix menaçante me dit « Laissez tomber, Dubois. Vous jouez avec le feu. Vous allez le regretter. » Je ne me laissais pas intimider. Je savais que j'étais sur la bonne voie. Je savais que j'étais en train de changer les choses. Mais la menace était réelle. Quelques jours plus tard, un incendie se déclara dans les vignes. Une partie de la récolte fut détruite. Jules, désespéré, s'effondra en larmes. « C'est fini, dit-il. Nous sommes ruinés. » Je refusai d'abandonner. Je savais que cet incendie était un acte criminel, une tentative de sabotage. Je décidai de porter plainte à la police. L'enquête fut longue et difficile. Mais finalement, les coupables furent identifiés. Il s'agissait de 2 employés d'un domaine concurrent payés pour nous nuire. Le procès fut médiatisé. Les journaux du monde entier relatèrent l'affaire. Les concurrents furent condamnés à de lourdes peines. Mais le plus important, c'est que le scandale renforça notre image. Le public prit conscience de l'injustice dont nous avions été victimes. Les ventes de notre vin explosèrent. Le manoir des Dubois était sauvé. Nous avions réussi à surmonter toutes les épreuves, à vaincre tous les obstacles. Un soir, alors que nous célébrions notre succès avec Mathilde, mon père me prit à part. « Je veux te dire quelque chose, Antoine, dit-il. Je sais que j'ai toujours cru que Jules était mon successeur naturel, mais je me suis trompé. C'est toi qui as le cœur d'un vigneron. Tu as le talent, la passion, la vision. Tu es capable de faire des choses
chose extraordinaire. Je suis fier de toi, Antoine, ajouta-t-il. Tu es mon fils. Ces paroles me touchèrent profondément. C'était la plus belle récompense que je pouvais espérer. Je savais que j'avais encore beaucoup à apprendre, beaucoup à faire, mais j'étais prêt à relever tous les défis. J'étais prêt à consacrer ma vie au manoir des Dubois, à son histoire, à son vin. Et Mathilde, elle, était à mes côtés. Elle était mon amie, ma confidente, mon alliée. Elle était la personne qui avait cru en moi, qui m'avait aidé à réaliser mes rêves. Je savais que notre avenir serait rempli de bonheur, de succès, de passion. Nous avions réussi à transformer le manoir des Dubois en un symbole de renaissance, de résilience, d'espoir. Mais au fond de moi, je savais que cette victoire n'était pas complète. Il restait une dernière chose à faire, une dernière épreuve à surmonter. Il fallait que je révèle à ma famille la vérité sur mes motivations, la vérité sur ce qui m'avait poussé à revenir au manoir, à me battre pour le sauver. La vérité sur le dernier atout que je gardais dans ma manche, un atout qui allait bouleverser leur vie à jamais, un atout qui allait les obliger à affronter leurs propres démons. Cet atout, c'était un manuscrit que j'avais découvert par hasard dans le grenier du manoir, quelques semaines après mon retour. Un manuscrit écrit par mon grand-père, le père d'Henri, et qui révélait un secret de famille honteux, un secret qui expliquait la préférence de mon père pour Jules, un secret qui allait tout changer, un secret qui allait leur montrer que leur soi-disant supériorité n'était qu'une illusion, une façade fragile qui allait s'effondrer sous le poids de la vérité. Ce manuscrit, je comptais bien l'utiliser, non pas pour détruire ma famille, mais pour la libérer de ses mensonges, de ses faux semblants, de ses chaînes, et cette libération, je savais qu'elle serait douloureuse, mais elle serait nécessaire.